Sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Fin février 2012, elles étaient 3031 femmes à avoir remplacé leur prothèse mammaire. Il faut dire que depuis le scandale des prothèses PIP, le ministère de la Santé recommande vivement aux 30 000 femmes porteuses de ces fameuses prothèses de se les faire enlever. Vous le savez, au Sénat, une mission commune d'information travaille sur les dispositifs médicaux implantables. Autour de la sénatrice UMP de Paris, Chantal Joanneau, cette mission a organisé hier une table ronde sur la médecine esthétique. Table ronde que je vous propose de suivre tout de suite. Bonne matinée à tous. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être présents. Je tiens d'abord à vous présenter les excuses de notre présidente Chantal Joanneau, qui a été retenue par des impondérables. J'ai donc l'honneur de présider cette table ronde. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir dans le cadre de cette table ronde consacrée à la médecine esthétique un grand nombre d'experts du sujet, et je laisserai le soin à chacun d'entre eux de se présenter au début de son intervention. Nous souhaitons que vous nous éclairiez sur les contours du secteur encore peu encadré de la médecine esthétique, les dysfonctionnements constatés et les réponses à y apporter. Les personnes que nous avons auditionnées jusqu'ici nous ont exposé des positions différentes quant à la spécificité de la médecine esthétique. Certains évoquent sa consécration en tant que spécialité médicale à part entière. D'autres souhaitent qu'elle demeure une composante d'autres spécialités comme la chirurgie esthétique ou la dermatologie. D'autres encore envisagent ce que j'appellerais une solution intermédiaire. Considérer la médecine esthétique comme un exercice particulier, comme l'allergologie par exemple. Il sera intéressant de recueillir votre sentiment sur ce sujet. Par ailleurs, tant qu'il n'aura pas été établi de définition claire de la médecine esthétique et de son champ, il restera difficile de l'encadrer afin de mieux prévenir les événements indésirables qui y sont associés. Le décret en préparation soulève encore des difficultés. En outre, contrairement à d'autres spécialités médicales, nous constatons un manque criant de données scientifiques sur la médecine esthétique et les effets secondaires ou complications qui en découlent. Je vous invite donc, en réponse aux questions de notre rapporteur, M. le Dr Bernard Cazeau, à la franchise et à nous faire des propositions concrètes pour corriger les dysfonctionnements et les manques que vous auriez pu déceler. Enfin, je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse et au public. Elle fait également l'objet d'un enregistrement audiovisuel et est retransmise en direct sur le site du Sénat. Êtes-vous d'accord d'ailleurs pour cette retransmission? Pas d'opposition. Je laisse maintenant la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous remercions d'avoir donc répondu à notre demande concernant une table ronde, ce que je pourrais dire une table ronde, elle est semi-ronde là, mais presque, sur la médecine esthétique, si on peut résumer le terme, puisque je pense que, comme l'a dit le Président, il y a des points de vue qui sont différents. Alors, on va commencer par des définitions, parce que c'est toujours à partir de là qu'après on peut avancer dans la réflexion. Quelle définition donneriez-vous de l'acte de médecine esthétique? Assiste-t-on à une augmentation du nombre de ces actes en France au cours des dernières années? Et je complète, parce que c'est la même question, mais la suite de cette question, n'observe-t-on pas une dérive consistant à requalifier en médecine esthétique un certain nombre d'actes pourtant assimilables à de la chirurgie esthétique afin de pouvoir les pratiquer en cabinet et les soustraire en quelque sorte à la réglementation applicable à la chirurgie esthétique qui, elle, est bien précise et bien drastique. Je donnerai comme exemple la hypotomie par injection de produits lipolisants. Voilà, on va faire déjà une première question de cela, on verra ensuite sur la formation. Donc pour l'organisation du débat, on va commencer par à la gauche, là, ici. Vous vous présentez rapidement pour qu'on puisse bien situer de quel lieu vous parlez. Voilà, alors ici vous appuyez sur le petit bouton rouge. Le gros.
Le gros, Voilà, là, c'est bon? ça. Parlez bien dans le micro, hein, Oui. pour l'enregistrement. Je me présente et je réponds aux deux premières questions ou je me présente seulement? Maintenant, après, les gens, vous répondez comme vous voulez. Hein. Oui, non, mais... Si vous voulez je peux répondre, répondez. D'accord. Donc, je suis le docteur François Turmel, je suis président du syndicat, la Fédération syndicale des médecins esthétiques anti-âge. Donc, pour répondre à votre première question, s'agissant de la définition, moi, je reprendrai celle qu'on avait donnée en 2004, lorsque j'avais l'honneur de présider un colloque au Sénat qui s'intitulait « Quel avenir pour la médecine esthétique ?» Donc, je reprendrai cette même définition, parce que je ne pense pas qu'elle ait changé. C'est l'ensemble des prescriptions et des actes visant à prévenir, améliorer ou corriger les aspects inesthétiques ou jugés comme tels par un sujet sain, quel que soit son âge, y compris les conséquences du vieillissement physiologique, et ce, grâce à une approche pluridisciplinaire. Donc, vous voyez qu'on pèse pas mal de mots, y compris, si vous voulez, cette approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire médicale et chirurgicale. Alors, je veux bien répondre à la deuxième question concernant les dérives. Tout d'abord sur l'augmentation du nombre des actes, qui était la deuxième alinéa de votre première question. On assiste globalement à une croissance à 2 chiffres qui a été beaucoup plus soutenue dans les années 2005-2010, qui décroît très légèrement, mais qui est toujours à 2 chiffres, apparemment. Par contre, il faut mettre en parallèle, si vous voulez, la croissance aussi de l'offre de soins. Cette demande, bien sûr, augmente, mais l'offre de soins augmente aussi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de médecins qui font des actes de médecine esthétique. Il n'y a pas que des médecins esthétiques, il y a des chirurgiens, des maxillofaciaux, bien sûr des dermatologues, il y a des ORL, des ophtalmos, etc. Donc on voit que l'offre de soins est considérablement augmentée. Concernant la deuxième question, moi je ne pense pas, si vous voulez, qu'on requalifie des actes médicaux. La problématique a toujours été de qualifier certains actes frontières. Il y en a un qui a été requalifié en acte chirurgical, qui est la lipoaspiration, donc c'est classé. Aujourd'hui, les actes, et en particulier la technique que vous citez, la lipotomie par injection de produits lipolisants, est une technique interdite par décret, interdite pour tous les praticiens. Donc qu'on soit médecin ou chirurgien, elle est interdite par décret. Ce qui souligne l'importance, si vous voulez, et l'intérêt d'une formation pour tous les médecins concernés. Alors bien sûr, il faudra graduer cette formation en fonction de l'origine des médecins, s'ils sont qualifiés en médecine générale, s'ils sont dermatologues ou s'ils sont chirurgiens plasticiens. Ils n'auront pas effectivement les mêmes modules, si vous voulez, à suivre. Mais il faudra bien sûr que tous aient une formation, soit elle sera dans leur diplôme initial, soit elle fera partie d'un diplôme universitaire. C'est tout l'intérêt, ce que vous soulignez, monsieur le rapporteur. Tout cela est actuellement, si vous voulez, l'objet d'une discussion dans le nouveau décret, dans le nouveau projet de décret qui fixe les conditions de réalisation de ces actes qui présentent des risques sérieux, autres que ceux relevant de l'article L 6322.1, c'est-à-dire autres que ceux qui sont chirurgicaux. Nous sommes bien d'accord là-dessus. On verra, voilà ce que je dirais sur on les verra deux pour le premières décret ensuite. Pardon? On verra, on discutera du décret ensuite. Il Voilà. ne faut pas tout mélanger. Bien, on continue là. J'appuie, je crois que tu dois éteindre. Donc je me présente, je suis Catherine de Goursac, je suis membre du conseil d'administration de l'AFME. Pour la définition de l'acte médical, je pense que c'est à peu près celui qu'on a donné, ou sinon, ce sont des actes médicaux permettant de modifier l'apparence corporelle sans forcément avoir un but strictement thérapeutique. Au sujet de l'augmentation, l'INCAS a dit que mondialement, il y avait une augmentation de 11,2% d'actes esthétiques dans le monde. On pense qu'en France, il y a une croissance un petit peu inférieure. Elle serait de l'ordre de 5 à 8%. Dans les congrès internationaux, la plupart des intervenants ne sont pas des chirurgiens. Il y a moins de 50% des publications et des lectures, des conférences qui sont faites par des chirurgiens. Donc la médecine esthétique ou la dermatologie esthétique a une très grande ampleur, plus importante que la chirurgie. Donc pour moi, la médecine esthétique est une demande des patients. Ils ne veulent pas
forcément passer par la chirurgie, s'ils peuvent passer par d'autres actes plus légers que la chirurgie, ils le réclament. Et c'est pour ça qu'il y a dans tous nos congrès énormément de méthodes et de validation de nos techniques dont on publie tous les effets secondaires, et je pense qu'il n'y a pas tant de flou que ça par rapport à tout ce qui est dans les autres domaines médicaux, si vous voulez. Bon, voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Monsieur Dubreuil. Alors, moi, je suis professeur Christian Dubreuil, je suis chef de service à Lyon, d'un service de chirurgie qui fait un peu de la chirurgie esthétique. Mais je suis là parce que c'est moi qui dirige le diplôme de médecine morphologique et anti-âge, le seul diplôme qui existe en France qui soit actuellement reconnu. Alors, pour répondre aux deux premières questions, sans but thérapeutique peut-être. Mais en fait, il y a des gens qui vivent mal leur visage. Des rides, etc. On a envie d'être plus jeune. Donc, au premier degré, effectivement, on n'est pas malade. Mais psychologiquement, il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés, de se rajeunir. Donc, ça rentre quand même, on est au XXIe siècle, dans une prise en charge thérapeutique, de même qu'une psychothérapie permettra aux gens de passer un cap difficile. On ne peut pas passer au-delà. C'est terminé, maintenant, on est dans le XXIe siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'on va beaucoup en médecine esthétique? Premièrement, parce que c'est moins cher. Deuxièmement, il y a moins de risques. Il y a moins de risques. Il suffit de regarder les médias. Quand on regarde les complications de la chirurgie esthétique, on ne voit que ça. Est-ce qu'on voit souvent à la télévision des complications de médecine esthétique? On en voit très peu. Pourquoi? Parce que les produits utilisés, mais ça on en reparlera, sont beaucoup moins dangereux et les actes sont réversibles à plus ou moins long terme. Alors, il n'y a pas de dérive pour requalifier des actes qui seraient de la chirurgie esthétique. Comme l'a dit M. Turmel, on n'enseigne pas au DU de médecine esthétique, morphologique, anti-âge, des actes qui ne sont pas autorisés. On se limite à la loi et la lipolyse, tant qu'il n'y aura pas de publications qui montreront l'innocuité de cette technique, ce ne sera pas enseigné à la faculté de médecine de Lyon. Très bien, madame. Dr Lydia Houry, présidente de la Société française de médecine morphologique anti-âge, qui soutient le diplôme interuniversitaire de médecine morphologique anti-âge. Quelle est la définition de l'acte de médecine esthétique? D'abord, c'est un acte de médecine, un acte médical. Ensuite, c'est un acte de médecine qui permet, sur la demande du patient, de lui permettre une image satisfaisante, soit parce que l'hérédité ne l'a pas aidé, soit parce que de longues maladies ne l'ont pas aidé, soit parce que simplement les dégâts du temps qui avancent. Nous avons aujourd'hui de grands progrès technologiques qui ont permis des techniques de soins moins invasives, plus légères, moins à risque, plus sécuritaires, qui aujourd'hui sont enseignées d'une manière scientifique et rigoureuse par des universités en France, sous la forme du diplôme de médecine morphologique anti-âge. Et nous avons aussi des progrès technologiques qui ont permis une longévité de meilleure qualité et de plus longue durée. Il s'avère que ce qu'on appelait les fleurs du cimetière, qui étaient des simples taches sur le visage, sur le décolleté, sur les mains, quand on les avait, ça s'appelait des fleurs du cimetière, donc on mourait dans les 10 ans qui suivaient. Aujourd'hui, quand on les a à 30 ou 40 ans, on va vivre 40 ans avec. Est-ce que nous avons le droit aujourd'hui de ne pas permettre aux gens de se débarrasser d'un angiome du visage, de se débarrasser de taches brunes, de se débarrasser d'un affaissement du visage? Est-ce qu'on a non, nous vivons dans une société de consommation, nous vivons dans une société où les gens travaillent plus longtemps, ils doivent être en forme, et la médecine esthétique, ce n'est plus que l'aspect physique. C'est l'aspect physique, mais entraîné par les carences internes liées au temps qui passe. On a un corps qui produit moins, et le médecin esthéticien aujourd'hui ne peut plus faire qu'un geste technique, il doit faire un geste technique, scientifique et sécuritaire, donc sous l'égide d'un encadrement universitaire, mais aussi doit savoir dépister les carences liées à l'âge et les compléter. Donc la médecine esthétique est un acte médical qui nécessite aujourd'hui de s'intéresser à l'aspect physique, mais aussi aux carences. Enfin, est-ce que la médecine esthétique cache de la chirurgie? Certainement pas. Depuis que le diplôme interuniversitaire de médecine esthétique existe aujourd'hui anti-âge, nous avons tous une charte que nous signons dans laquelle on atteste qu'on ne fera jamais de chirurgie, et d'ailleurs on ne nous enseigne pas de la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, les encadrements sont de plus en plus définis, de plus en plus clairs, et nous savons que nous allons être enseignés par de la médecine esthétique parce que nous sommes médecins. Voilà ce que je voulais vous dire. Lorsque nous avons auditionné d'ailleurs le sociologue et puis un anthropologue, c'était exactement ce type d'approche que vous venez de développer. Et dont on est obligé de tenir compte aujourd'hui. Et on continue.
C'est votre collaboratrice? Non, c'est... Alors, Monsieur Xavier Do. Donc, Xavier Do, donc, je suis vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins en charge des relations avec l'université. On vous a déjà vu à ce titre. On s'est déjà vu à ce titre il y a une quinzaine de jours. Alors, quelle définition donneriez-vous de l'acte de médecine esthétique? Nous sommes penchés sur cette définition depuis plus de 10 ans et pour nous, il est clair que la médecine dite esthétique, car le mot n'existe pas ni au sens académique ni au sens universitaire du terme, ce n'est pas une spécialité, c'est un acte médical à part entière et qui nécessite une inspection, un interrogatoire, un examen clinique, un diagnostic différentiel et le traitement le plus approprié au cas qui arrive devant le médecin. Donc cette médecine, d'ailleurs, quand il y a une erreur, ça va devant le disciplinaire au Conseil national de l'ordre des médecins au même titre que toutes les autres médecines. Donc pour nous, on est totalement dans l'exercice de la médecine et l'acte de médecine esthétique est avant tout un acte médical au sens exact du terme. Alors pour les dérives requalifiées en médecine esthétique, un certain nombre d'actes, effectivement, on s'est aussi penché sur cette problématique. Pour faire très court, les techniques ont clairement évolué. Il y a des techniques micro-invasives et qui sont prônées, si vous regardez devant les journaux féminins, tous les jours, toutes les semaines, ou même dans les émissions de télévision, sont prônées certaines techniques dites de médecine esthétique, et ces médecines peuvent effectivement être faites beaucoup plus facilement maintenant dans un cabinet médical qu'au niveau chirurgical. Je ne pense pas qu'il y ait une fuite de la législation, d'autant qu'on connaît bien maintenant l'encadrement légal aussi bien des cabinets médicaux que les 2 décrets de 2005 concernant l'exercice des chirurgical. Et je ne pense pas qu'il y ait de dérive de ce côté-là. Par contre, la lipotomie, l'hypolyse, bien sûr, sont des actes totalement et définitivement interdits et c'est sorti de nos vocabulaires. Merci. Très bien. Monsieur le dermatologue. Bonjour, donc je suis le docteur Luc Sulimovic, je suis le président du syndicat national des dermatologues et vénérologues. Plutôt que de revenir et d'essayer de redéfinir exactement qu'est-ce que c'est que esthétique, ça me semble un peu difficile, il vaut mieux, je pense, parler d'actes esthétiques médicaux par opposition à des actes esthétiques chirurgicaux. Et c'est beaucoup plus simple de définir de cette façon-là, puisque les chirurgiens définissent ce qui est chirurgical et chacun est dans son métier. En effet, on trouve, et on a évoqué tout à l'heure, des formes absolument frontières où on va se dire est-ce que c'est chirurgical ou pas chirurgical. Et l'article de 2005 que mon confrère du Conseil de l'Ordre a évoqué concernant les actes chirurgicaux et le lieu d'exercice de ces actes chirurgicaux définit très bien l'endroit où on doit faire certains actes esthétiques chirurgicaux. Et vous avez aussi pu voir que tout à l'heure on a évoqué, et mes confrères ont évoqué, un tas de choses, un tas de disciplines touchées par tout ce qui était médecine esthétique. En fait, c'est pour ça qu'il faut parler de gestes, d'actes esthétiques médicaux et non pas une discipline spécifique, puisqu'on retrouve dans le diplôme de morphologie anti-âge certains actes, on retrouve dans certaines disciplines, dont dans la mienne, certains actes effectivement de dermatologie esthétique, mais il est bien sûr évident que lorsqu'on parle de nutrition ou d'endocrinologie, je n'ai rien à faire, moi, en endocrinologie, dans ma spécialité. Donc, en fait, vous retrouvez des actes médicaux esthétiques dans chaque spécialité. Et il n'est pas question de regrouper tout ça dans un seul vocable, une seule spécialité. Je pense qu'on retrouve un tas de choses, et ce n'est pas la médecine esthétique, ce sont des actes médicaux, ce sont des actes esthétiques médicaux, et avec des choses que l'on retrouve dans plusieurs spécialités, y compris dans certains diplômes, comme le diplôme de médecine morphologique et anti-âge. Quant à la dérive pour la requalification, effectivement, il y a des arrêtés. Il y a un arrêté récent concernant la lipolyse. Je ne vais pas y revenir puisque mes confrères, je suis le dernier à parler, donc faire des choses redondantes, ce n'est pas très utile. Et je pense que là, effectivement, il y a une législation qui est en place et qui se doit d'ailleurs d'être un peu plus rapide, à mon sens, lorsqu'on définit des actes et non pas courir derrière des choses qui sont déjà présentes. C'est un peu le problème aussi qu'on évoquera certainement tout à l'heure pour tout ce qui est matériaux-vigilance. On est un petit peu en retard, on est toujours derrière à la traîne, alors que les choses sont déjà présentes. Un grand exemple qui touche moi un peu plus particulièrement, notamment, c'est les cabines UV, par exemple. Les cabines UV, on a laissé se développer les cabines UV et on est bien ennuyé maintenant avec toutes les choses qui apparaissent au niveau des articles et les cancers de la peau. Donc c'est un peu dans cet esprit-là
au niveau de la matérielle-vigilance et au niveau des actes esthétiques médicaux, je pense qu'il faudrait travailler par opposition à des actes esthétiques chirurgicaux et non pas travailler en essayant de définir exactement un cadre exact à une spécialité qui n'est pas encore définie, mais plutôt à essayer de mettre à l'intérieur quelque chose qui concerne des choses concernant les médecins par opposition aux chirurgiens. Oui, moi c'est l'approche en termes de débat sociétal qui m'intéresse prodigieusement. Du reste, quand on parle de médecine anti-âge, c'est déjà tout un programme. Sachant que les standards en matière d'esthétique, là comme ailleurs, sont parfaitement variables d'une époque à l'autre et d'une société à l'autre. Donc, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si je sors du champ de l'activité tout ce qui a été évoqué et qui relève effectivement d'une véritable pathologie, patente ou à venir, on a évoqué les angiomes et que sais-je. Là, je veux dire, le débat ne se pose plus. Mais ensuite, quand ça relève uniquement de l'aspect esthétique, avec tout le côté subjectif que ça peut avoir, moi j'y vois quand même une forme de dérive sociétale, sachant quand même que, au passage, les standards esthétiques que j'évoquais tout à l'heure, généralement sont initiés, et puis quand on arrive au bout de la démarche et que ça engage une forme d'activité, on sait où sociologiquement les gens préférentiellement vont avoir la clé économique de l'accès. Ce faisant d'ailleurs, au passage, on renforce une espèce de upper class qui, en même temps qu'elle utilise les soins en question, eh bien, renforce les critères de jugement. Ça me gêne profondément et j'aimerais savoir si, parmi tous nos interlocuteurs d'aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux se posent véritablement cette question parce que ça revient un peu au coup de l'apprenti sorcier. Quand il y a une évolution exponentielle, pas tout à fait quand même, mais qui existe réellement, on est qui plus est en droit de se demander si l'offre n'induit pas un peu au passage à la demande, sur la base des critères que j'évoquais tout à l'heure. Donc, au-delà, encore une fois, mon propos, c'est au-delà de tout ce qui présente sur le plan de la pathologie quelque chose d'avéré ou à venir. Après, tout le reste, excusez-moi, mais je trouve que il y a une discussion là qui est très difficile à assumer. Bien, merci. Qui veut répondre à notre collègue Mirassou? Oui, au Conseil national, justement, on s'est posé la question dès 2003. Une demande évidente du public, des affaires qui passaient en disciplinaire, des affaires qui n'étaient pas d'actes non déclarés, puisque hors nomenclature. Et la réflexion qu'on s'est faite il y a 10 ans, on ne peut plus laisser errer cette population qui demande des soins dits esthétiques dans l'insécurité totale et allant vers souvent des médecins qui étaient borderline, un petit peu charlatans. C'est là où on s'est dit notre devoir d'ordre des médecins est d'amener la sécurité des patients et la qualité des soins. Et c'est à ce moment-là, on a réuni au Conseil national de l'ordre des médecins les différents partenaires qui s'occupaient déjà d'esthétique. Il y a eu des dermatologues, les ORL, les médecins dits esthétiques qui étaient déjà dans ces actes. Et on leur a demandé d'effectuer des référentiels et un enseignement national qui permettent de valider au moins certaines de ces techniques. Mais notre souci, nous, c'est de répondre par la sécurité et la qualité des soins. Oui, alors, j'ai pas très bien. Vous êtes, j'ai pas compris qui vous étiez, monsieur. Ouais. Ah ben non, mais je peux pas. Comme c'est ouvert au public, excusez-moi, mais je ne vous connaissais pas. Pardon? Non, mais effectivement, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, c'est un fait sociétal. C'est un fait sociétal puisque dès 2004, on avait, je ne sais pas si vous avez pu retrouver les actes du colloque qui avaient été enregistrés ici, mais on avait fait un colloque sur quel avenir pour la médecine esthétique,
présidé ou coprésidé par le sénateur Fouché et le député Pierre Morange. Et moi, j'avais l'honneur de présider ce colloque. Donc, comme c'est un fait sociétal, et comme le souligne le sénateur, c'est aussi quelque chose d'existentiel. C'est pas quelque chose d'essentiel, l'esthétique. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Xavier No pour dire qu'on ne peut pas laisser les gens qui sont en demande, et la demande est croissante, si vous voulez, à aller vers n'importe quel type de professionnel. Il y a des professionnels médecins et des professionnels non médecins. Et aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, il y a une dérive. Alors s'il y a dérive, c'est plutôt, si vous voulez, vers les esthéticiennes qui pratiquent des actes médicaux. Là, il y a réellement une dérive. Oui, bah, c'est ce qu'elles disent. Permettez-nous de dire le contraire. Donc nous, on estime que lorsqu'elle pratique de la lumière pulsée, c'est un acte médical, c'est pas un acte normalement dévolu aux esthéticiennes. Bon, je sais qu'elles vont vous dire le contraire, mais ça, c'est pour des raisons économiques. Enfin, voilà ce que je voulais dire simplement pour répondre aux sénateurs. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Madame Aurier. Esthéticienne, parce que c'est important de savoir que la lampe que nous croyons tous être qu'une lumière simple, c'est aussi grave et aussi dangereux qu'un laser. Ça fait des trous, ça enlève la couleur. Et pour utiliser une lampe, il faut d'abord faire un diagnostic entre les taches que nous voyons et un cancer qui débute. Il faut savoir aussi reconnaître quand une peau brûle et savoir la traiter. Il faut aussi avoir une assurance qui protège nos patients si nous avons eu un aléa médicale. Donc les esthéticiennes ne sont pas au courant de tous ces dangers. Et je pense qu'elles sont de bonne foi, elles ont seulement été influencées par des fabricants sans savoir la portée de tous ces actes-là. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence qui a interdit aux esthéticiennes l'utilisation de la lumière pulsée. Je voudrais juste revenir à la question de départ qui était posée pour faire la différence entre le pathologique et le non pathologique. C'est extrêmement difficile en fait, entre le pathologique et non pathologique, y compris au niveau cérébral lorsqu'il y a une demande qui est trop forte en esthétique. Donc il y a le pathologique et le non pathologique. Le vieillissement de la peau, c'est un phénomène pathologique aussi, puisque ça peut être lié à des cancers de la peau. Lorsque sa peau vieillit, on peut avoir des cancers de la peau. Mais on a aussi des rides. Donc ce sont deux choses qui sont à la fois intimement liées dans le pathologique. Lorsqu'on parle de l'esthétique, est-ce que le traitement de la ménopause, c'est pas aussi de l'esthétique médicale endocrinienne à ce moment-là? Donc parce qu'on est en train effectivement d'améliorer la qualité de vie des gens. Après tout, le rôle d'un médecin, c'est d'aider les gens à mieux vivre. Oui. Mais pas n'importe comment, avec la sécurité, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Le fond du problème est la sécurité et la validation de certains actes. Et nous avons des instances comme la Haute Autorité de Santé qui sont tout à fait capables de valider des actes et qui s'y penchent. Enfin, notre mission, elle est liée aux dispositifs médicaux et elle fait suite aux PIP, aux prothèses PIP. Et donc, où il y avait déjà la Haute Autorité de Santé, où il y avait déjà des conseils de l'ordre, où il y avait déjà... C'est peut-être un problème de moyens. etc. Donc, notre mission, elle est basée sur la sécurité. Sur la sécurité du patient. Attendez, 2 secondes, je vais vous poser une question pour y répondre. Sur la sécurité du patient. Donc la sécurité, ça ne vient pas comme ça en disant il y en a qui sont, c'est plutôt dans telle spécialité, ça sera plutôt dans telle autre, ici et là, et il n'y a aucune règle, c'est les esthéticiens d'un côté, c'est les médecins de l'autre, les chirurgiens dentistes qu'on vient de voir tout à l'heure qui revendiquent aussi. Bref, notre mission, elle consiste à mettre en exergue, je vous demande de serrer un peu les questions, les capacités requises, les formations, et après on verra dans le détail, mais au départ, quand on commence une profession, on est formé à la profession, et on est formé à la profession généralement, et on est formé aux spécialités que l'on peut mettre en œuvre dans le cadre de sa profession. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est quelles conditions de formation souhaiteriez-vous voir appliquées aux professionnels pratiquant des actes de médecine esthétique, véritablement. Seriez-vous favorable à la généralisation, j'ai compris qu'il y en avait un à Lyon, mais seriez-vous favorable à la généralisation d'un diplôme interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge? Excuse-moi, bon, j'ai ce mot, mais il ne me plaît pas tellement, mais bon, c'est comme ça. La médecine esthétique a-t-elle vocation à s'imposer comme une spécialité médicale à part entière ou doit-elle être une composante, ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez anticipé, d'une autre spécialité?
chirurgie esthétique et dermatologie? Et quid de la formation requise pour les personnels non médecins à qui le médecin délèguerait l'exécution de certains actes de médecine esthétique, injection, épilation, etc. Voilà. Dans ce cadre-là, je souhaiterais que vous me donniez des réponses. Bien, donc là, avec ce complexe, on va commencer par répondre, ici, puisque actuellement, comme vous l'avez cité, monsieur le rapporteur, il y a effectivement un seul DU, interuniversitaire de médecine morphologique et anti-âge. Alors anti-âge, parce qu'on a pris le mot anglais, anti-aging. Anti-âge, ça ne veut rien dire, on vieillira malgré tout. C'est comme ça. Donc nous pensons qu'il ne faut pas multiplier les diplômes. Il faut qu'il y ait un diplôme de médecine morphologique et anti-âge qui soit interuniversitaire. Donc nous avons été reçus par le doyen Tillier au ministère. Il nous a dit continuez dans ce DU, mais à condition d'impliquer davantage de facultés. Effectivement, on s'est aperçu que le Sud-Ouest n'était pas assez impliqué, Strasbourg n'était pas impliqué. Ça, j'en fais mon affaire. Si vous voulez, on aura donc, parce que c'est très difficile d'enseigner dans une ville comme Lyon, on n'a pas tous les intervenants. Il faut avoir des intervenants qui viennent de la France entière. Alors pourquoi à Lyon? Pourquoi pas à Paris? Ça n'a aucune importance. À mon avis, un seul diplôme et un numerus clausus. Actuellement, il y a 85 étudiants en première année après un examen d'entrée. Donc, on ne forme pas plus de 85 étudiants par an. Deuxièmement, comme le pensait notre ami dermatologue, je pense que c'est une composante de la médecine. Il faut d'abord tout apprendre à faire des diagnostics. On n'injecte pas n'importe quoi, n'importe où. Il faut faire un diagnostic et ensuite on fait un traitement. Donc, si on a perdu notre habitude de médecin de faire des diagnostics et qu'on se comporte comme un technicien, je pense que la médecine esthétique, ce sera plus ce que l'on veut. Deuxièmement, il y a d'autres spécialités, comme la dermatologie, l'ORL, mais cette médecine esthétique, en partie, disons les actes techniques, font partie de la maquette. Il y a une maquette dans chaque desk. Donc, dans chaque desk, les dermatologues, les ORL, peut-être les ophtalmologues. Les ophtalmologues apprennent à injecter de la toxine botulinique pour certaines pathologies de la paupière. Donc, dans le desk, les gens sont formés. Pour ceux qui n'ont pas de desk, donc on a créé ce DIU, où interviennent des tas de professeurs d'université, pour leur donner effectivement ce que disait M. Do, la qualité, la sécurité. Apprendre à se laver les mains, ça commence par ça. Apprendre à se laver les mains, apprendre à faire un diagnostic, connaître les conséquences médico-légales d'un geste, connaître la loi Kouchner, etc. J'en passe. Donc, si vous voulez, c'est quand même un DU, il y a 200 heures d'enseignement. En 200 heures, on ne fait pas que des injections. Les injections, c'est quelques heures. Le reste, c'est de l'endocrinologie, c'est des antioxydants, c'est ça, c'est-à-dire apprendre. Et il y a des dissections, bien sûr, il y a 8 heures de dissection de la face. On sait où se trouvent les artères et les veines. Qui, dans la maquette, à 8 heures de dissection dans les autres spécialités. Probablement très peu, même dans les spécialités chirurgicales. Donc, en tant que chirurgien moi-même, je le sais. Donc, si vous voulez, il est important qu'il y ait une formation, un encadrement médical pour que les patients qui sont très demandeurs trouvent la qualité, la sécurité et le professionnalisme. Très bien. Alors, monsieur et madame. Oui, on a prononcé tout à l'heure le mot de desk. Je pense que, compte tenu de la formation actuellement au niveau de l'internat, par spécialité et avec l'existence de desk, il faudrait non pas que ce soit un diplôme interuniversitaire qui n'offre aucune garantie de quota, ni de contrôle tout à fait de qualité entre différentes universités qui font l'enseignement, c'est de faire un diplôme national équivalent à un desk. Et ce diplôme national équivalent à un desk permettra effectivement d'avoir une qualité de l'enseignement, puisque l'enseignement sera fait de manière uniforme à l'échelon national. Et la deuxième chose, cette qualité d'enseignement sera aussi supportée par un quota de médecins. DESC, c'est quoi? C'est un diplôme en fait, qui peut se trouver à l'intérieur de l'internat et qui vous donne une compétence dans votre internat. DESC? DESC. DESC. Diplôme d'études spéciales complémentaires. Diplôme d'études spéciales complémentaires. Ce n'est pas une spécialité, ça vous donne une compétence. Par exemple... C'est une compétence. Voilà. D'accord. Là, je comprends. Voilà, par exemple, à titre d'exemple... C'est une compétence et non spécialité. Voilà, tout le monde est spécialiste maintenant, y compris la médecine générale. Hein. Donc, par exemple, au sein de la médecine générale, vous avez un desk d'infectieux qui vous permet d'avoir une compétence en infectiologie. D'accord. Alors excusez-moi, oui, il faut quand même organiser un peu. On va plus s'y reconnaître parce qu'il faut que nous comprenions. Vous avez déjà compris. Oui. Donc, d'un côté, un diplôme interuniversitaire, bien sûr, de l'autre côté, une compétence. Qui est un reste, le diplôme interuniversitaire. Ça pose problème pour nous parce qu'on va... Ça pose pas de problème. Il va falloir qu'on arbitre.
Ça ne pose pas de problème. Alors, entre les deux, le Conseil de l'ordre, Oui, alors, qui a toujours la sagesse... Lorsqu'on a voulu, effectivement, la sécurité et la qualité, réunir tous les médecins qui s'occupaient d'esthétique, la seule voie possible était le DIU, diplôme interuniversitaire. Nous leur avons demandé, nous avons reconnu d'ailleurs ce titre, au droit au titre, au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins, c'est-à-dire que les médecins qui ont effectué cette formation de 2 ans ont le droit d'apposer sur leur plaque et ordonnance DIU de médecine, morphologie et anti-âge. La deuxième chose, on s'est revu assez fréquemment pour conforter d'une part leur maquette d'enseignement. On sait que dans cette maquette, il y avait quelques faiblesses au niveau de l'apprentissage des actes techniques, car il faut que ça s'apprenne aussi. Et d'autre part, nous leur avons demandé à plusieurs reprises d'élargir leur socle universitaire, car la formation, ce ne sont pas des syndicats, ce ne sont pas des collèges, c'est l'université en France qui est chargée de la formation, et seule l'université. Il s'avère qu'effectivement, si on veut donner une pleine ampleur à ce DIU, il faudrait, à notre sens, qu'il se transforme en DESC. DESC, c'est une spécificité d'exercice. C'est-à-dire que le médecin n'abandonne pas son cœur de métier, qui peut être la dermatologie, la médecine générale, tout le monde est spécialiste, la rhumatologie, mais va vers une spécificité d'exercice. Et il ne faut surtout pas qu'il oublie son cœur de métier. La médecine esthétique ne doit pas se transformer en DESC. Voilà, ne doit en aucun cas s'exercer à part entière. Ce n'est qu'une composante d'un exercice socle. C'est-à-dire le fait d'être médecin dermatologue ne suffit pas à pratiquer, sauf si il faut avoir le DESC. Non. Pas tout à fait d'accord. Dans le corps de métier, dans le référentiel métier de dermatologue, il y a la dermatologie esthétique. Par contre, dans ce DESC qui est beaucoup plus large, comme je l'ai dit au tout départ de mon intervention, il y a effectivement d'autres choses qui ne concernent pas la dermatologie. Et si l'on conçoit ce DESC, il faudra, si le dermatologue veut par exemple faire de la nutrition, pourquoi pas, qu'il passe à ce moment-là le module. Il faut faire les rides, par exemple. Pour faire les rides, il est compétent. C'est inscrit dans son référentiel métier, le dermatologue. Mais par contre, pour faire de la nutrition, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc il faudra qu'il passe La nutrition esthétique, c'est quoi? Oui, l'obésité. Par exemple. Oui. Par exemple. Pardon? L'acné. Nutrition. Ouais, et avec le stress. L'acné est une pathologie. Enfin, c'est pas un très bon exemple peut-être. Oui, mais quand même. Mais bon, de toute façon, dans ce DESC, c'est excessivement beaucoup plus large qu'effectivement juste le traitement des rides. Donc là, ça... aussi. Le diplôme pas de aussi unanime entre vous. Hein. Si, ça l'est. Entre M. Dubreuil, M. Do et M. Sulimovic. Pour la toute petite histoire, le ministère de la Santé, effectivement, évolue vers la voie du DESC. Le ministère de l'Enseignement supérieur, pour l'instant, n'a pas bien compris, ou du moins a toujours un petit temps de retard dans ce domaine-là, et pour qu'on conforte le DIU. Mais à terme, effectivement, il apparaît qu'au bout de 5-6 ans maintenant d'existence du DIU, il est clair qu'on veut aboutir au DESC. Et ça ferait une plateforme commune à toutes les spécialités existantes. Et ça ne marginaliserait pas la médecine dite esthétique dans un petit coin d'exercice un petit peu déviant. Pourquoi? Parce qu'on serait effectivement dans une médecine de la prévention du bien vieillir, aussi bien dans la nutrition, au niveau intellectuel, au niveau cardiovasculaire, au niveau de la rhumatologie, au niveau de la sexologie, tous les domaines sont concernés. Là, on retombe sur ce que vous me dites. On a compris. Monsieur Turmel, Madame Houry aussi. Oui, alors, moi je voudrais apporter quelques petits détails. Donc en 2004, la médecine esthétique n'existait nulle part, sauf dans des compagnonnages privés. Sinon, ce DU ne serait pas né. Donc ça n'existait nulle part. Ce diplôme interuniversitaire est né, et aujourd'hui, il n'est pas qu'à Lyon, il s'enseigne à Lyon, mais il dépend de Montpellier, il dépend de Paris, il dépend de Pointe-à-Pitre, il dépend de Lyon. Donc il a élargi son socle universitaire, et petit à petit, les chirurgiens et les dermatologues ont rajouté dans leur DESC des journées de médecine esthétique, ce qui est très bien, mais le problème n'est pas de savoir si ça ou ils ne savent pas. La médecine esthétique, c'est une nouvelle médecine qu'il faut apprendre parce qu'il y a pas seulement le geste, pas seulement l'évolution scientifique, mais aussi le diagnostic interne des carences. Alors, ce DU, nous avons parlé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé et
le desk les gêne parce qu'il faut 4 semestres. Il faut donc des services hospitaliers. Et ça, c'est un peu difficile à trouver. La médecine esthétique n'existe pas à l'hôpital aujourd'hui. Donc, ils ont été pour plutôt, étant donné que ce DU a rempli pour eux 4 conditions, que je vous précise. Pour eux, il a permis de prévenir les complications les plus fréquentes, c'est-à-dire les infections, puisque le professeur Cohen, qui est hygiéniste, enseigne l'asepsie, l'hygiène, et a pris en charge le référentiel médecin, cabinet, environnement médical. Tout ça est à votre disposition. Il a permis de connaître la topographie des actes à réaliser et à ne pas dépasser, grâce à nos anatomistes, les professeurs Dubreuil, les professeurs Kex, etc. Il a permis de préciser l'évolution scientifique des techniques de médecine esthétique, de dépistage, de diagnostic, grâce à la trentaine de professeurs universitaires qui dirigent cet enseignement, qui est dirigé que par les professeurs universitaires, sauf qu'on fait appel aux médecins libéraux pour la médecine esthétique qui n'est pas trop connue encore dans les hôpitaux. Et ceci a fait que il a permis aussi de préciser les diagnostics différentiels entre le véritable besoin et le fantasme du patient. Dans la psychothérapie, il a permis de préciser les règles déontologiques et les règles légales. Un consentement éclairé, faire un carnet avec le traçage de tout ce qu'on... Donc, ce DU, étant donné qu'il a rempli beaucoup de ses fonctions, il a pensé que rajouter encore 3 ou 4 autres villes le fortifierait, c'est ce qu'on va faire, et que pour lui, le DU national serait suffisant. Bien sûr que si on va vers un desk, c'est extraordinaire. Le seul problème, c'est la difficulté de réalisation, parce que dans les hôpitaux, il n'y a pas 4 semaines de stage pratique. Alors, on a proposé que ça soit fait par des centres libéraux. On a proposé ça, bien sûr, au ministère, il y a quelques jours. Il reste quand même, pour le moment, dirigé vers un DU national, où il y aurait 4 autres villes de plus, en plus des 4 villes existantes, et puis voilà où on en est. Donc je veux dire que le DU interuniversitaire est assez fort, il est élargi sur son socle universitaire, il comporte une trentaine de professeurs agrégés, c'est quand même quelque chose de solide, il y a près de 600 médecins qui sont sortis de là et qui ne font aucun sinistre, le Conseil national de l'ordre des médecins peut le préciser. Donc je veux dire, ça a amélioré énormément la sécurité des patients et la connaissance scientifique des médecins. Maintenant, aller vers un desk, pourquoi pas. Le problème est la difficulté pratique et peut-être faire un DU national actuellement rapidement et puis après évoluer vers un desk, pourquoi pas. Oui, moi je suis tout à fait favorable, enfin pas moi uniquement, à un desk aussi, dans la mesure où c'est une formation, si vous voulez, qui permet effectivement, comme le disait Xavier Dau, de permettre à toutes les spécialités, si vous voulez, d'avoir une composante esthétique et ne pas avoir d'exercice exclusif. Parce qu'il est clair qu'on ne s'oriente pas effectivement vers une spécialité à part entière. Il y en a très peu qui souhaitent qu'on soit une spécialité à part entière. Donc le seul diplôme aujourd'hui, si vous voulez, hormis la qualité du DU actuel, parce qu'il faut savoir quand même que c'est la 3e version du DU. En 2002, il y a eu une première tentative de diplôme universitaire. Ensuite, il y a eu une autre tentative à Paris 5. Et maintenant, il y a ce diplôme interuniversitaire qui a obtenu, si vous voulez, ses lettres de noblesse avec le droit au titre du Conseil national de l'ordre. Mais on sent bien que ce DIU, même s'il a beaucoup de qualités, il a quelques petits défauts quand même au niveau de la pratique. Les étudiants nous le disent, donc c'est pas évident d'organiser une pratique pour 85 élèves dans des conditions optimales. Et comme il y a quand même un certain nombre d'actes techniques et d'apprentissage, et c'est quand même ça qui est important, si vous voulez, tout le reste, ça s'apprend dans les livres, hein, mais les actes techniques, on les apprend dans les services ou, effectivement, pourquoi pas dans les cabinets médicaux. Donc moi, je pense que l'évolution logique, après peut-être 2 ou 3 ans encore, pour permettre d'écluser aussi les diplômés, parce que dans le projet de décret, vous avez vu qu'il y a une commission, il est prévu une commission d'habilitation, de validation des acquis, pour permettre à ceux qui n'ont pas l'enseignement universitaire et qui ont l'expérience et qui font ça depuis 20 ans. Moins de 3 ans. Oui. Voilà, au bout de 3 ans, effectivement. Donc avec une 3 date, ans de pratique. Voilà, avec une date de forclusion qu'il faudra peut-être proroger parce que ça semble peut-être un peu court. Donc on voit bien l'évolution. Donc pour terminer, personnellement, moi je suis plutôt favorable au desk aussi. Voilà. D'accord, Monsieur Mirassou. Oui, mais moi la question que je me pose en vous écoutant toutes et tous, c'est pourquoi, si ce sujet est capital, y a-t-il une telle distorsion entre l'accessibilité par le biais d'un diplôme universitaire et en même temps le vide sidéral au niveau hospitalier? Alors qu'en toute logique, si ça relève d'une problématique de santé publique,
eh bien l'un devrait marcher avec l'autre et inversement. Parce que j'ai bien compris quand même que faute de vacuité sur le plan hospitalier, on a évoqué l'éventualité où ça se ferait dans un système libéral. Et là, ça renforce mon positionnement initial qui consiste à dire qu'en tout état de cause, sociologiquement, ces pratiques seront préférentiellement dédiées à des tranches et pas à d'autres. Bien, qu'est-ce que vous avez à faire observer à M. Mirassou? Alors, au niveau, question pertinente. Voilà, tout à fait. Au niveau hospitalier, la grande angoisse des formateurs universitaires en médecine générale est la disparition d'un certain potentiel de médecins exerçant en médecine générale vers le côté esthétique. Je pense que c'est un faux problème. C'est un problème. De toute façon, ces gens-là seraient partis, auraient voulu faire de la médecine esthétique. Ça ne changera rien au problème. Et c'est un petit peu cette angoisse-là entre puisqu'on manque actuellement même de généralistes, puisqu'on est un peu en pénurie, c'est la fuite vers cette compétence. Je pense que l'encadrement, tout au contraire, permettra de réguler et d'avoir une sécurité pour les patients. L'organisation de stages sous le contrôle, qu'il soit dans le privé et sous le contrôle universitaire, est beaucoup plus garant que de stages sauvages et que de formations organisées par l'industrie pharmaceutique. Je pense que la garantie universitaire est un gage de caution pour la médecine française. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie-là. Là, il était indéniable que ce que nous a dit tout à l'heure M. Dubreuil et d'autres, pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit fait dans un cadre habituel et légal. Absolument. On ne veut pas des choses en cabinet ou des écoles d'eux en France ou à l'étranger. Donc le cadre sécuritaire en France de la médecine est bien l'université. Voilà. Il y a à Paris aussi, et puis où? Oui. Il faut aller à Lyon ou à Paris? Non, il y a Paris 7. Alors au début, monsieur, pendant 3 ans, nous sommes allés Paris 13, Paris 7. Au début, nous sommes allés dans chaque ville. À Bordeaux, on a fait la dissection. À Montpellier, on a fait l'endocrino. À Lyon, on a fait l'anatomie. À Paris, on a fait l'hygiène et l'asepsie. Mais c'était très fatigant de faire 5 voyages. Donc on a décidé de faire. Pendant des années, on a fait à Paris 13 et maintenant, pendant des années, on fait à Lyon et puis on repartage de nouveau entre Lyon et Paris et peut-être Strasbourg. Mais ça, nous allons le savoir dans les mois qui viennent. Donc on en revient tout à l'heure. On n'est plus à une espèce de chose d'absence de contrôle du nombre de formés avec le diplôme. Le diplôme interuniversitaire, en fait, ne permet pas de contrôle des entrées et des sorties. C'est tout le fond du problème. Nous avons en France une médecine au niveau de toutes les spécialités qui est contrôlée. Il y a un certain nombre de dermatologues qui sortent par le diplôme, de chirurgiens qui sortent par le diplôme, d'endocrinologues qui sortent par le diplôme formation d'internat. Il n'y a aucune raison que cette spécialité, qu'on l'appellera comme on veut, ne se soumette pas aux mêmes exigences. C'est normal. Madame ne semble pas tout à fait d'accord là. Aujourd'hui, ministérielle plus tard, il y a une loi. Nous devons tous les ans donner la liste de ceux qui ont réussi et de ceux qui ont été inclus dans le probatoire, qui est une correction automatique par ordinateur. Donc, ça fait 7 ans que nous existons. Nous n'avons pas dépassé une seule fois le quota autorisé par le Conseil de l'Ordre. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. On a... Le problème de la compétence, comme on dit tout à fait, je ne vois pas pourquoi on dérive là. Il n'y aurait pas le fait que ce soit une compétence à un diplôme existant, ou alors, si on n'a pas du tout le diplôme, si on est généraliste, faire un DIU universitaire, pourquoi pas? Je suis d'accord là-dessus. Attendez, je ne relance pas le débat, je fais une conclusion. Pour répondre à M. le sénateur sur le fait que la formation soit complémentée, je dirais, en privé. Actuellement, il y a beaucoup trop d'internes, et ces internes, à Lyon, on va les former en clinique, en orthopédie. La médecine, c'est du compagnonnage. Que vous fassiez votre compagnonnage à l'hôpital ou en privé, la formation est la même. Donc c'est très important, ça. Sous l'égide de l'université qui donne le terrain de stage est bon, celui-là n'est pas bon. Oui, je voulais dire la même chose que M. Dubreuil. Aujourd'hui, il est très clair que, comme il n'y a pas suffisamment de postes d'internat, il y a beaucoup de jeunes médecins en fin de stage qui font leur stage interné dans les cabinets médicaux, et personne n'y voit à redire. Je rassurais monsieur le sénateur, on ne va pas vers une médecine esthétique à 2 vitesses. On avait fait des statistiques en 2004 lors du colloque.
93% de la population de médecins esthétiques, c'est la tranche moyenne, si vous voulez. Seulement 7% de notre patientèle est dans la classe haute, dite entre guillemets riche. Donc vous voyez, c'est quand même pas l'apanage des médecins esthétiques. Ceci étant, c'est de l'esthétique, donc c'est existentiel, c'est pas essentiel. Mais sachez qu'on ne fait pas de médecine à deux vitesses. Maintenant, effectivement, on ne prend pas non plus les cartes vitales, c'est pas remboursé par l'assurance maladie. Alors là peut se poser effectivement le problème du déconventionnement des médecins qui font de l'esthétique. Je pose la question, est-ce qu'il faut que les médecins qui font que de l'esthétique soient déconventionnés? Non, mais je pose la question, je ne dis pas qu'il le faut. Parce qu'il faut savoir quand même qu'on avait évalué en 2004 la fraude à la sécurité sociale, pour les actes de médecine esthétique qui n'auraient pas dû être remboursés. Donc remboursement dû complètement un autre problème. Nous ne sommes pas intéressés par les histoires de conventionnement et de financement. On est intéressé, mais pas dans le cadre de cette... Laissez-moi ça de côté. Mais pas dans le cadre de cette... Ce que je veux, c'est des choses claires, comme j'ai à peu près là jusqu'à maintenant, et puis, des choses qui soient dans la règle de la pratique médicale. Je voudrais rassurer monsieur, parce que ce diplôme interuniversitaire a permis aux enseignants qui sont des professeurs agrégés, chefs de service, de nous ouvrir des ailes. Par exemple, en gérontologie, nous avons ouvert un protocole actuellement de soins des Alzheimer en réparant leur visage, c'est-à-dire en leur donnant une jeunesse. On a pensé que comme ces gens ont gardé la connaissance, la mémoire antérograde et non pas la rétrograde, et non pas la récente, en retrouvant leur visage rajeuni, est-ce qu'ils ne vont pas être moins dans la crainte, moins dans la peur de voir leur visage dans le miroir? Donc je veux dire qu'au contraire, ça a banalisé cette médecine, ça l'a fait rentrer de plus en plus dans la tête de nos professeurs agrégés qui les utilisent aujourd'hui dans leur pathologie. Bon, alors attendez, maintenant, d'accord, maintenant on va parler d'un problème. C'est la formation requise pour les personnels non médecins. Alors, donc c'est un problème. Là, on aborde. Alors, je vous demande d'être assez bref quand même, parce que pas tout le monde, pas toujours les mêmes qui parlent. Donc, les personnels non médecins, à qui le médecin? Vous voyez, j'ai pris la. Parce que j'ai dit à le Conseil d'ordre, il faut faire attention. À qui le médecin délèguerait l'exécution de certains actes de médecine esthétique? Certaines injections, l'épilation, etc. Oui, alors, monsieur le dermatologue, madame, elle n'a pas encore parlé. Ma lumière ne marche pas. Si, elle marche. Ça y est, ça marche, formidable. Merci. Il faut savoir que la plupart de nos assurances médicales réclament que nos assistantes fassent partie du personnel de santé. Donc, ou des infirmières, ou des kinés, ou des aides-soignantes. Donc, qui est une formation de santé. Ça, c'est la première chose. D'autre part, moi, j'ai eu un petit retour du Conseil de l'ordre qui m'a demandé que j'ai une assistante qui m'a demandé qu'elle soit infirmière. Donc, j'ai une assistante infirmière. Mon assistante infirmière, j'ai voulu la faire former au DIU de laser. Et là, j'ai eu un petit problème, c'est que le DIU de laser pour les assistantes n'est autorisé qu'aux infirmières employées par des dermatos. Et donc, je n'avais pas le droit de faire former mon infirmière au DU de laser. Alors, il se trouve que comme je suis installée avec une infirmière, avec une dermato, donc c'est plus facile. Mais il faudrait que ça soit ouvert un peu à tout le monde et que notre personnel puisse se former aussi, donc de façon complémentaire, dans les gestes d'esthétique. Voilà un message subliminal. Oui. Dans votre question, il faut bien distinguer la délégation d'actes et la délégation de compétences et le transfert de compétences. Ce sont deux choses complètement différentes. Lorsqu'un personnel non médical fait un acte et qu'on a fait une délégation d'acte, il est pleinement responsable de son acte, il s'autonomise dans son acte et donc il est dans un exercice, à mon sens, illégal de la médecine actuellement. D'accord. Maintenant, la délégation de compétences ou le transfert de compétences, on va prendre un exemple simple, le manipulateur radio. Le manipulateur radio, il effectue une partie de l'acte sous la responsabilité du radiologue. C'est le radiologue qui interprète, qui sera incriminé s'il y a un problème, et non pas... Mais l'infirmière aussi. L'infirmière, c'est pas tout à fait à l'identique, parce que l'infirmière a ses actes propres. Si elle sort, quand elle a un rôle... Quand elle a un rôle, voilà. Ses actes d'aide, tout à fait. Mais il n'y a jamais
Il n'y a jamais transfert de l'acte complet. Le souci est là, c'est-à-dire c'est la délégation complète de l'acte, et je pense que c'est extrêmement dangereux la délégation complète de l'acte, parce que c'est un exercice illégal de la médecine, c'est l'ouverture à une profession sous-médicale, que ce soit à la fois en esthétique ou dans d'autres choses. Ce sont des expériences qui sont déjà présentes aux États-Unis, où les ophtalmos ont effectivement créé des compétences pour des personnels qui sont non médecins et qui réalisent des actes, non plus sous l'autorité de l'ophtalmologiste, mais sous leur propre autorité et qui maintenant sont complètement autonomes. Donc je pense que c'est, au niveau de la sécurité des patients, c'est un problème, même si on peut dire qu'il y a des gens qui soient correctement formés. Je pense que actuellement, l'entreprise médicale, entre guillemets, si on peut appeler l'entreprise médicale, permet et autorise d'avoir des personnels qui travaillent sous l'autorité et sous la responsabilité du médecin. Et je pense qu'il faut en rester là et qu'il ne faut pas faire de... je pense que le représentant du Conseil de l'Ordre ira dans le même sens. Sous l'autorité du médecin, d'accord. Oui. On est d'accord là-dessus. Ça va venir, les infirmières qui vont, comme en Suède, mais pour l'instant... Alors, il y a un tout petit ajout. Tout à l'heure, on a parlé pour les infirmières, et puis je vais répondre. On est en train de créer une profession qui sont les assistantes dermato, dont je suis responsable pour cette création, qui correspond tout à fait, qui est déjà passé et validé en commission nationale paritaire, qui correspond à une spécificité dermatologique. La spécificité dermatologique, c'est ces assistantes dermato, elles vont travailler. Ce va être du personnel qui va être une secrétaire, elle va être polyvalente, secrétaire médicale, elle va aider dans les actes chirurgicaux, elle va aider dans les actes laser, elle va aider dans l'ensemble de la profession du dermatologue. Donc c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Voilà ce que je voulais ajouter au niveau, c'est-à-dire comme le radiologue a effectivement un manipulateur radio qui travaille, qui est dans sa spécificité de sa spécialité. Donc là, on aura une assistante dermatologue libre aux autres spécialités de créer aussi leur propre professionnel pour les aider. Bon, je ne vous poserai pas la 5. Mais ils ne seront pas autonomes. Je ne vous poserai pas la La question d'autonomiser ces professions, et elles doivent travailler dans l'environnement immédiat et proche et avec la présence du médecin responsable. Très bien. Oui, je ne vous poserai pas la 5 parce que vous y avez répondu. Seriez-vous favorable à la mise en place d'un dossier médical du patient ayant recours à un acte de médecine esthétique, ce qu'on appellerait un carnet esthétique, comprenant des informations relatives aux dispositifs et produits utilisés, aux zones concernées, etc. Oui, là je crois qu'il faut... le dossier médical... Le carnet esthétique existe depuis 2004 ? Oui, le carnet... Mais je pense qu'au niveau législatif, le dossier médical s'impose à tous. Il ne faut pas marginaliser encore une fois la médecine esthétique en disant qu'ils aient un petit dossier à eux, médical, esthétique. Non, tout patient en France doit avoir un dossier médical. Vous allez voir votre médecin, il a un dossier médical qu'il ouvre à chaque fois, soit encore sous forme papier, soit sous forme électronique, mais vous avez un dossier médical chez votre médecin. Vous allez à l'hôpital, vous avez un dossier médical. Et normalement, le dossier médical personnel, ça fait quand même 15 ans qu'on en parle, devrait à terme être le seul et unique dossier du patient. Ne parlons pas de l'Arlésienne. Oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est indispensable que le dossier médical du patient soit renseigné quand il va faire des soins à visée esthétique. Très bien, très bien, très bien. Il faut un dossier médical chez le médecin, mais aussi remettre au patient. Parce qu'ils arrivent chez nous... C'est ce qu'on appelle le dossier médical, oui, c'est ça, mais le DPM. Mais nous ne l'avons pas dans les autres spécialités. Moi, quand ils arrivent... il a du mal à faire... Il a besoin d'un bon obstétricien, il accouche mal. En ce qui nous concerne, c'est parfaitement clair. Tous les médecins qui pratiquent de la médecine esthétique, ils sont d'abord médecins, donc ils ont leur dossier habituel. Bon, il y a un interrogatoire, un diagnostic, tout ça. Et ensuite, ils ont en plus une traçabilité de ce qu'ils font. Le produit, la nature du laser. Donc tout ça, c'est marqué dans un petit carnet. Le double est sur notre dossier médical, comme d'habitude, et le carnet est remis aux patients depuis 2004. Donc ce n'est pas nouveau, ça. On l'a déjà fait de nous-mêmes. Les sociétés savantes s'y sont mises d'elles-mêmes. Voilà.
En fait, tout le monde remet aux patients. Alors, en tout cas, on remet tous et nous pouvons... Le souci, c'est comme même s'il est remis, le souci, je suis tout à fait pour ce carnet. Je ne suis absolument pas contre, mais je vais m'exprimer un peu par rapport au patient. Oui. Le patient en matière esthétique, en France, il a tendance à cacher et à ne pas manifester. C'est-à-dire que même ce qu'on observe à titre pratique en tant que médecin, même le carnet qu'on a remis lorsqu'on revoit le même patient ou la même patiente, il ne l'a pas forcément, ou il dit qu'il l'a égaré, ou il l'a jeté, parce qu'il n'a pas envie que son conjoint sache qu'il a fait quelque chose. Et il y a un petit peu ce souci avec le carnet patient. C'est un peu ce souci. Ça, c'est vrai. Ça. Il y a un peu ce souci. Mais enfin, il peut en avoir un et puis il le cache s'il veut. Oui, enfin, c'est parfois difficile. Si le médecin, en tout cas, voilà. Ce médecin lui pose des questions s'il y a des problèmes, voilà. Il va le ressortir ou il va aller dire ce qu'il y a. Il va aller dire. Alors parfois on est soumis à ce problème-là parce qu'il l'a pas, il lui a été remis, il l'a perdu ou il l'a pas voulu, etc. Et on est obligé avant. Je vais prendre l'exemple des produits injectables, d'interroger le médecin antérieur pour savoir quel type de produit, parce que pour nous, par exemple, les produits injectables, c'est extrêmement important avant d'injecter de savoir qu'est-ce qui a été injecté auparavant. Le deuxième volet, c'est le volet de la traçabilité. Et la traçabilité est extrêmement importante et je pense qu'il y a un effort à faire, notamment dans les produits injectables, au niveau de la traçabilité, par l'obligation au niveau des fabricants de mettre une étiquette de traçabilité qui n'est pas forcément présente de manière adéquate et suffisante dans certains produits. Et ça me semble extrêmement important, cette traçabilité au niveau du patient, mais aussi pour le médecin, afin d'avoir quelque chose qui soit facile d'accès et facile à numéroter, y compris dans des produits qui ont actuellement une AMM, comme la toxine botulique. Il existe des produits qui ont une AMM, comme la toxine botulique, dans lesquels il n'y a pas une étiquette de traçabilité, dans lesquels il faut recopier le numéro du lot. Donc ça, c'est quelque chose qui est insuffisant, à mon sens, pour la traçabilité. Madame de Coursac. Les patients en esthétique sont un peu plus nomades que dans le reste de la médecine. Et donc, en effet, on a un peu un problème, lorsqu'on reçoit le patient, de pouvoir reconstituer tout son parcours. Oui, oui. Oui, donc je voudrais insister, c'est ce que disait c'est une remarque exacte. Mais bon. Ce que disait notre collègue, on ne les refera pas, mais il faut quand même avoir la possibilité, s'il y a des problèmes, de quand même questionner le patient. Est-ce que vous n'avez pas un carnet? Parce que c'est pas où le faire sans son conjoint, ça c'est évident. Mais lui dire, est-ce que vraiment, parce que j'ai besoin de savoir. À ce moment-là, si vous dites ça, le gars, il va le ressortir, son carnet. Voilà. Parce qu'il va avoir peur à ce moment-là. Il va y avoir une crainte. C'est perçu comme ça. Et donc il faut savoir aussi, c'est là où l'interrogatoire intervient, il faut savoir aussi le mettre en confiance. Alors, je voudrais parler de la traçabilité, comme l'a dit notre collègue dermatologue. On enseigne la médecine, faire des diagnostics, faire des traitements de bonnes conditions, etc. Mais la traçabilité, on en discutait tout à l'heure, il y a plus de 108 produits à base d'acide hyaluronique. D'où viennent-ils? Comment sont-ils constitués? Comment sont-ils fabriqués? Et là, on ne peut pas répondre là-dessus. Et là, on aimerait bien justement qu'on puisse contrôler ça. C'est très important. Il n'y en a plus qu'une dizaine. Parce qu'on risque d'avoir des accidents médicaux, non pas liés à la technique médicale, mais aux produits injectés. Et nous, médecins, on n'est pas censé savoir. C'est comme les prothèses PIP. Les prothèses PIP, les chirurgiens, ils ont dit, sont moins chers. En médecine, comme en chirurgie, primum non nocere, il faudrait rien faire pour pas nuire. Bon. Produit d'anesthésie, le type qui choque, il choque. Vous ne pouvez pas le prévoir, ça. Non. L'essentiel, c'est que le produit soit authentifié et de qualité. Enfin, que ce ne soit pas un produit dérivé. On a quand même... à partir du moment où vous avez un produit authentifié, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 110, là, il y a une autorité. Il y a l'AFSAPS. Non, mais l'AFSAPS l'autorise. À ce moment-là, ce sont des produits qui sont autorisés par l'AFSAPS. L'AFSAPS a autorisé un certain nombre de médicaments. On s'aperçoit que des après médicaments n'étaient pas très bons. Il faut penser, après avoir interviewé M. Maranenchi, que ça va changer. Oui, non, mais c'est très important de soulever cette question. En fait, nous pensons que c'est important. Ça. Voilà. En fait, on souffre, en matière de traçabilité, du contrôle. C'est-à-dire que le contrôle est présent, la législation, à mon sens, est présente. L'histoire des prothèses, c'est un problème effectivement de moyens dans le contrôle. Ce qui est arrivé au niveau des prothèses, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de contrôle inopiné.
Et si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des États-Unis, et vous avez cité l'acide hyaluronique, il y a 110 produits, mais c'est aussi une question historique, s'il y en a 110 en France, c'est que l'acide hyaluronique a pénétré le marché américain beaucoup plus récemment, et au niveau des autorisations de l'FDA, et il y avait aussi un protectionnisme présent, parce qu'il y avait d'autres produits qui existaient depuis des années aux États-Unis. Il ne faut pas perdre de vue aussi ce côté-là. Hein, je ne défends pas l'acide hyaluronique. Il y a certainement trop d'acide hyaluronique. Il y a pourtant une législation, comme vous le dites, et pourtant, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle. Quand on regarde aux États-Unis, les moyens qui sont mis en jeu par la FDA pour un contrôle, par exemple, des acides hyaluroniques français en fabrication française sont actuellement autorisés aux États-Unis. Les chaînes de fabrication, puisque ces produits sont fabriqués en France, les chaînes de fabrication sont spécifiques pour les Américains, avec un contrôle fait par la FDA qui se déplace, qui numérote absolument l'ensemble de la chaîne de fabrication pour toutes les pièces et qui ne tolère aucun écart pour ce genre de choses. Et nous n'avons pas ce type de contrôle-là. Et toute la différence, elle est peut-être présente au niveau de la matériovigilance. Ils ont cette spécificité, la Food and Drug, et notamment ils ont refusé les prothèses PIP, mais certains disent que c'est par protectionnisme. Hein, donc on ne sait pas jusqu'où va vous avez raison, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Quoi qu'il en soit, il faut, puisque nous avons affaire dans ces dispositifs médicaux un produit qui est certifié européen, qui dépasse le cadre français. C'est le problème. Donc il faut qu'il y ait une coordination européenne. Hein. C'est à ce titre-là que dans un second temps, bon, l'APSAPS et la haute autorité d'abord et l'APSAS ensuite, pourront donner des certifications du produit ou non. À partir du moment où c'est seulement un vérificateur ou notificateur, comme on l'appelle, qui dit que le produit est bon, voilà. Alors sans, comme vous le dites, vous avez raison, de vérification qui ne soit pas inopinée, eh bien, évidemment, il y a les dérives et on peut tomber sur des escrocs, ce qui est le cas des prothèses PIP. Mais ceci étant dit, pardon, non, ceci étant dit, bon, je crois que notre objectif à nous, c'est de faire un certain nombre de propositions dans ce sens. Alors, ouais. On a élargi à la médecine esthétique parce que bon, là aussi, on savait qu'il y avait un problème, donc on va colliger tout ceci. On a plusieurs tables rondes et on a eu beaucoup de monde qui est venu jusqu'ici. On ira aux États-Unis pour vérifier un certain nombre de choses et dans les pays du Nord pour les registres, parce que ça, c'est très important. Hein, il n'y en a pas en France et ça, c'est quelque chose de très important, notamment pour les prothèses. Mais le problème, c'est la sécurité. C'est que les gens, c'est à la fois la sécurité du malade et puis aussi la sécurité des pratiquants. Bien sûr. Parce que, bon, après tout, comment ils ont fait pour choisir leur prothèse? Voilà. Hein, peut-être la meilleure propagande ou la connaissance avec des confrères, ou ci ou là, mais il s'avère que, bon, certaines prothèses sont défaillantes. Je parle des prothèses de hanche ou voilà. Autre. Bon, donc, voilà le problème. Hein. C'est ce que nous essayons de serrer, nous. C'est-à-dire, ce problème-là, bon, on sait que sur la médecine esthétique, il y a un problème. Il y a un problème avec les esthéticiennes, on les a vus tout à l'heure, les esthéticiennes. Elles sont de bonne foi. Parfaites. Blanches comme... plus blanc que moi, tu meurs. Bon, mais voilà. Ne parlons pas des dentistes parce qu'on ne va pas recommencer. Voilà. Les dentistes, les médecins, les dentistes, si vous continuez comme ça, hein, c'est la plainte à l'Europe. Hein. Voilà. Il y a une petite chose. Donc les dentistes, vous ne les empêcherez pas de faire le nasogénien, ils y tiennent, même s'il n'y en a que 200 qui le font. Bon, mais ceci, on ne va pas rentrer dans des querelles de boutique. Bien sûr. C'est pas, la querelle de boutique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir à partir de quoi un acte doit être médical ou accrédité par une structure qui soit universitaire et médicale. C'est ça. Et celui que... Et là, c'était une question d'ailleurs que je m'apprêtais à vous poser. Quelles sont vos recommandations pour l'encadrement des actes à visée esthétique qualifiés de non médicaux? Exemple, l'épilation par lumière. Mauvais exemple. Je pense que c'est un mauvais exemple. C'est un terme médical. Mais les esthéticiennes le revendiquent tout à l'heure. Elles ont été condamnées, sans faire de polémique, c'est de l'exercice illégal de la médecine, elles ont été condamnées à plusieurs reprises pour ça. Enfin, c'est l'exercice illégal de la médecine, il se pratique. Allez dans les arrière-boutiques des instituts de beauté, vous en avez. C'est le problème du législateur. Alors, qu'est-ce que vous faites, le Conseil de l'Ordre, là?
Non, Vous attendez ou quoi? c'est législateur. C'est législateur. C'est toujours pareil. C'est le problème des matériels, de la classification des matériels. Si on fait un peu d'historique, puisque c'est l'exemple que vous avez pris concernant les lampes flash, les lampes flash sont apparues après les lasers. Et au départ, tous les lasers avaient été classés comme matériel classe 4, c'est-à-dire utilisables uniquement par un médecin. Ces lampes flash, au tout départ, avaient très peu de puissance, n'étaient pas très performantes, et donc personne s'y est trop intéressé. Elles ont pris en puissance, et le problème actuel, ça peut être aussi la naissance de nouveaux matériels, et ces nouveaux matériels peuvent exactement poser le même problème pour le futur, dans les dérives habituelles. Donc, il y a quand même un arrêté de 1962 qui précise aux esthéticiennes que seules sont autorisées pour l'épilation la pince et la cire, et c'est encore cet arrêté qui est en vigueur. Donc, à partir du moment où elles feront acte autre que cela, elles seront en exercice illégal de la médecine. C'est le cas quand elles utilisent les lampes flash. Deuxièmement, les lampes flash sont absolument, même beaucoup plus dangereuses en effet secondaire qu'un laser. Beaucoup plus. Non seulement ça peut brûler, mais en plus, il faut faire un diagnostic. Il y a une perte de chance pour le patient parce que lorsqu'on a un problème de pilosité, il y a quand même un diagnostic à faire qui est un diagnostic médical. S'il n'y a pas une cause médicale à cette hyperpilosité, ce qu'elles ne savent pas faire, et en plus d'envoyer un rayonnement. Heureusement que c'est assez rare. Non, c'est pas rare, monsieur. Non, c'est pas rare, monsieur. L'hyperandrogénie n'est pas rare. Oui, l'hyperandrogénie. Mais... L'hyperandrogénie n'est pas rare. Et en dehors de cela, les lampes flash permettent aussi de traiter pas seulement le poil, puisque le principe d'une lampe flash, c'est un spectre plus large qu'un laser, et il n'est pas possible de brider les machines, il n'est pas possible de réguler les machines. Elles peuvent traiter des tâches, elles traitent de la couperose, traiter une tâche sur votre peau, ça peut être un cancer de la peau. Donc il y a nécessité d'un diagnostic avant d'envoyer un rayonnement pour destruction d'une lésion cutanée. Je vous rappelle que c'est quand même une destruction de lésion cutanée. Un cancer de la peau, une tâche, ça peut être un mélanome ça tue. Non, mais vous prêchez des convaincus, là. C'est pour ça qu'on sait À faire. Il y a suffisamment à faire pour performer nos techniques, chacun dans son métier. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que les gens comprennent les choses. Bon, donc j'ai compris que on restait dans le non médical et on n'utilisait pas l'appareillage qui normalement doit être manipulé par des médecins. Encore faudra-t-il préciser, monsieur, bien préciser la catégorie d'appareil. Parce que là, il y a un flou aussi entre... Il y a un flou. On ne sait plus où c'est que ça commence, où Voilà. c'est que ça finit. Le problème, c'est de définir des rayonnements électromagnétiques, en fait. C'est de définir de cette façon-là, ces rayonnements électromagnétiques. Parce que si vous définissez des catégories d'appareils, laser, etc., vous serez toujours confronté au bout de 6 mois et vous serez toujours en retard avec la technologie qui arrive. Je ne parle pas des appareils qui sont en vente libre sur Internet Non. ou dans les grands magasins. Bon, à la limite aussi, bon, vous qui êtes dermatologue, vous le savez, la lampe ultraviolette. Mais les UV, on a fait une législation qui est contraignante après, a posteriori. Oui. Les UV, vous avez une publication de la Mayo Clinic récemment. La publication de la Mayo Clinic, elle montre bien l'incidence du bronzage dans une population qui sont suivies sur à peu près 20 à 30 ans, d'une population adolescente, sur l'augmentation des cancers de la peau et des mélanomes, avec des pratiques effectivement UV. Mais la lampe à UV, vous allez en trouver au printemps. Bien sûr. Bien sûr, mais c'est fort dommage. C'est fort dommage. En tant que dermatologue et dans la pathologie cancer, à ce niveau-là aussi, il y a des choses à dire certainement. Ah, tout à fait. Et nous les dirons. Tout à fait. L'apparition de tous ces home devices chinois, qui sont aussi les ultrasons, c'est la radiofréquence. Les esthéticiens utilisent, le grand public utilise, et en fait, on ne connaît pas. Je pense que tous ces procédés physiques, pour l'instant, on est quand même dans un flou dans l'effet secondaire à risque. D'accord. Alors, je vous posais, si vous n'avez pas d'autres questions, enfin d'autres réponses, ma dernière question, bon, qui est un peu différente. Seriez-vous favorable à la mise en place d'un mécanisme d'indemnisation des accidents médicaux sans faute? Je parle de l'aléa, lié à un acte de médecine esthétique. C'est de la médecine. C'est un acte de médecine. Moi, je vous parle en tant que médecin expert. C'est de la médecine, donc, que ce soit de la médecine esthétique, de la médecine cardiologique ou de la chirurgie, c'est au même titre. Le médecin n'a pas commis de faute. Habituel. Oui, ou civil, peu importe. Il n'y a pas d'aléa. Si. C'est comme de la médecine. C'est de la médecine. C'est pareil, c'est au même niveau. En d'autres termes, le médecin n'a pas commis de faute et cependant, il y a un préjudice. Il n'est pas normal que le
patient ou le plaignant ne soit pas indemnisé. Donc c'est la loi Kouchner du 4 mars 2004. Donc il est normal que les gens soient indemnisés, soit par les assurances privées si vous avez un DFP inférieur à 25%, 24%, soit par l'ONIAM, la solidarité nationale, si c'est au-delà, quoi. Ça nous paraît tout à fait normal. Donc finalement, comme généralement ce sont des petits préjudices qui n'entament pas la vie du patient, c'est des préjudices cutanés, à ce moment-là, ce sera souvent des déficits fonctionnels permanents inférieurs à 25%, donc ils sont pris en charge par les assurances privées et non pas par l'ONIAM. D'accord, s'il y a responsabilité, s'il y a le problème de l'ONIAM. Pardon, je voudrais faire 2 observations concernant la sinistralité en médecine esthétique. Elle est très faible. Elle est 20 fois, donc ça c'est les statistiques des grandes compagnies d'assurance comme la MACSF et la Médicale de France, elles sont 20 fois inférieures par rapport aux actes chirurgicaux. Donc là c'est déjà le premier point, puisque les chirurgiens ont une surprime, comme les gynécologues, comme les obstétriciens, on ne voit pas pourquoi on aurait une surprime. D'autre part, on paie déjà, nous, une prime d'assurance 10 fois supérieure, si vous voulez, à peu près, à celle d'un médecin généraliste. Donc c'est pour vous dire que, déjà, compte tenu de ces 2 premières observations, on ne voit pas l'intérêt d'une surprime, d'autant qu'il existe effectivement, comme vient le souligner le professeur Dubreuil, l'ONIAM et les CRCI, à partir du moment où l'invalidité, l'intégrité psychique ou physique dépasse 24%. Donc on est opposé effectivement à ce qu'il y ait une surprime. Vous la payez déjà, la surprime. Mais on la paye déjà au travers, si vous voulez, de notre cotisation. D'accord. L'assurance. Bon, est-ce que vous avez l'un ou l'autre, les uns ou les autres, quelque chose à rajouter? Oui, moi, à propos des matériels dont on vient de parler, radiofréquences, ultrasons, qui sont vendus comme ça dans le commerce, s'il n'y aurait pas un contrôle à faire, parce que c'est peut-être des gens qui font un auto-usage personnel, qui vont faire un cancer de la peau, pour dire c'est le dermatologue qui m'a filé le cancer parce qu'il a fait ce, etc. C'est le problème de la réglementation des appareils. On en parlera aussi, mais bon, ça dépend plus de nous. Ça, c'est une réglementation commerciale. Alors, Monsieur Do, vous n'avez pas posé la question sur l'accréditation, c'est exprès? Attendez, ne parlez pas ensemble. Oui, je voulais simplement, au terme de cette audition, dire que la volonté du Conseil national de l'ordre des médecins, c'est vraiment viser la sécurité et la qualité, nous l'avons déjà dit, et de ne pas marginaliser cette médecine. Sinon, on en fait une médecine de déviance si on les marginalise. C'est une médecine à part entière, avec un acte médical à part entière, un dossier médical, comme nous l'avons vu, qui nécessite une formation de type universitaire avant tout. C'est une médecine qui a les mêmes obligations au niveau du dossier et aussi de l'assurance, comme nous venons de le voir. Je pense que la médecine esthétique doit être un complément d'exercice à une spécialité déjà existante, dermatologie, CPRE, médecine générale ou rhumatologue, mais ça doit rester un acte et une activité médicale à part entière. Très bien. Alors, monsieur... La formation continue devrait être obligatoire. Oui, mais elle se revoit. Et... Il y a le DPC, la formation médicale continue est obligatoire. Il y a le DPC avec le GDPC, tout est organisé actuellement. Tout est organisé. Ouais. Monsieur. Oui, je n'avais pas posé la question sur l'accréditation, mais est-ce que c'est volontaire? Alors, pardon, j'entends pas. Sur l'accréditation. La 5e question. Sur l'accréditation. Si nous serions favorables à une procédure. Question que je veux. Pardon? Non, mais. J'ai considéré que la 5e question, vous y avez répondu au fil des questions. Maintenant, si vous voulez y répondre... Non, parce que je me suis intéressé un petit peu au sujet, mais bon... Oui, non, mais allez-y, s'il y a quelque chose qui m'a échappé... Non, parce que c'est quelque chose que j'avais proposé au conseiller Thuillier au ministère et qui apparemment n'a pas été retenu. C'était effectivement la procédure d'accréditation pour les médecins esthétiques. Mais ça nécessitait d'abord, comme vous le savez, une modification de la loi, puisque la loi du 13 août 2004 ne permet qu'aux médecins et équipes médicales d'une même spécialité qui exercent dans un établissement de santé. Donc ça obligerait, si vous voulez, pour accréditer les médecins esthétiques en l'occurrence, déjà une modification législative. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de mettre en place une accréditation des médecins. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas posé, parce que j'ai considéré, d'après les réponses qui avaient été faites sur la formation et sur les choses comme ceci, que c'était inutile. C'était effectivement législativement un problème, et puis en plus, c'est encore quelque chose de plus. Je crois qu'il ne faut pas non plus
assommer l'ensemble des médecins avec, bon, à partir du moment où ils ont, enfin, ce que je pense peut-être vous me donnerez d'autres éléments, mais je pense qu'à partir du moment où le médecin est formé dans un système de vérification universitaire ou autre, mais ou compétences, mais enfin quelque chose qui fait que la formation existe, qu'il peut y avoir de la formation continue, ça je suis d'accord avec vous, parce que évidemment ça évolue tout ça. Celui qui ne continue pas à se former, c'est comme en médecine, qu'elle soit générale ou non, bon, il faut de la formation continue. Donc j'ai pensé que ce n'était pas nécessaire de faire de l'accréditation, et c'est pour ça que je ne vous ai pas posé la question. C'est compliqué en plus à mettre en place. Oui, en plus, c'est compliqué. J'ai trouvé ça compliqué. Autant on peut accréditer plus facilement les structures, enfin, vérifier, si vous voulez, l'environnement dans lequel travaillent les médecins. Ça, c'est éventuellement faisable, mais c'est plus réaliste et plus pragmatique. Mais ça, par le biais des... Je ne sais pas si vous êtes au courant de la norme AFNOR, là, projet de norme AFNOR, enfin, c'est un peu... une usine à gaz, là aussi. Nous sommes d'accord. On l'avait dit qu'on dirait un mot sur le projet de décret. Vous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a du flou et tout ça. Eh bien, écoutez, si vous poussez à faire adopter ce projet de décret avant les élections, eh bien, je pense qu'il n'y aura plus du tout de flou parce qu'il est exactement bien défini. Quels sont les actes des médecins ? Tout est bien défini. Quelles sont les équivalences à attendre des gens qui ont été formés avant la publication du décret par la voie universitaire ? Et quelle est la formation prévue dans les années à venir. Donc vraiment, tout sera beaucoup plus clair grâce à ce projet de décret qui emporte l'unanimité de tous. Il y a un impondérable. Le temps. Non, c'est ça ? Les élections. Oui, mais avant les élections, mais tout est prêt. Aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne prendra ce type de décret, ne serait-ce que pour ne pas se mettre les 45 000 dentistes à dos avant les élections. Donc je suis d'accord avec vous. Ce projet, me convient tout à fait. Bon, il y a peut-être quelques amendements à faire, disons, pour mettre un peu d'huile dans les rouages, parce que ce n'est pas non plus utile d'opposer obligatoirement les gens les uns aux autres, même dans des professions similaires. Par opposition à actes esthétiques chirurgicaux, par rapport à tous les actes esthétiques qui ne sont ni médicaux ni chirurgicaux. Parce que de parler toujours de médecine esthétique, ça rentre dans une opposition, en fait. Ça permet de globaliser les choses et de bien séparer et de bien scinder dans les professions différentes. Bien, mais je crois qu'il n'y a plus de... Quelle est la crainte que vous avez ? Un dentiste travaille à l'intérieur d'une muqueuse. Je ne vois pas comment il peut travailler d'un coup sur la peau. Alors, les médecins, esthétiens et les dermatos se sont mis d'accord au bout de 25 ans. On leur demanderait. Mais de quoi on a peur ? Vous leur demanderez pourquoi ils estiment, eux, qu'il y a un article qui dit, ou un décret qui dit que c'est le maxillaire et la continuité. Non. Et ces tissus, je connais par cœur l'article. Et ces tissus attenants, mais il y a deux virgules qui encadrent. C'est un problème de sémantique. Et ces tissus attenants se rapportent à maxillaire et non pas à la cavité buccale. Et il y a une virgule. Le jour où vous ferez des lois, vous verrez que les problèmes de sémantique sont importants. Très importants. Les virgules et parfois même des virgules et des points virgules. Depuis quelque temps, j'ai mis mon nez un peu dans les lois de par ma fonction de président du syndicat. Et effectivement, c'est assez complexe. Non, vous nous accordez de ne pas aller aussi vite que vous le voudriez. Absolument. Bien, mais écoutez, il nous reste à vous remercier de votre participation à cette audition, qui a été très riche en informations. Très intéressant. Et très intéressante. Voilà pour les travaux de la mission commune d'information du Sénat sur les dispositifs médicaux implantables. Pour revoir cette table ronde consacrée à la médecine esthétique, notre site internet publicsenat.fr. Je vous retrouve cet après-midi à 16h30 pour la suite des travaux parlementaires. Très belle journée à tous.